présent de cette arrestation, celle qui concerne un journaliste, directeur d'une radio locale dans l'est de la RDC. Il a été arrêté. Il s'agit de Blaise Baïcha. Il est accusé d'espionnage. Les autorités lui reprochent d'être en possession d'un ordinateur volé par les rebelles. Ce journaliste s'était échappé auparavant d'une zone sous contrôle de la rébellion du M23 dans laquelle il exerçait. Nous restons en RDC pour parler santé cette fois, donc rien à voir avec ce qui précède. Et cette semaine mondiale de vaccination depuis hier, 20% d'innocents ne sont pas vaccinés sur la planète. En République démocratique du Congo, la situation est plus que préoccupante. Les efforts ont permis de réduire le taux de mortalité malgré la rougeole, comme l'explique le docteur Gringa Kawiya, responsable de la vaccination au Bureau national du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Elle s'exprime au micro de nos confrères de la radio Okapi. Les épidémies de la rougeole expliquent effectivement la faiblesse du système de santé, mais aussi la faiblesse, n'est-ce pas, du système de vaccination. Vous voyez, le taux de couverture vaccinale contre la rougeole, pour que vraiment les enfants soient protégés, doivent être au-delà de 95%. Or, le pays n'a jamais obtenu ce taux. Mais nous avons vu aussi que le pays, à un moment donné, au lieu d'organiser les campagnes de suivi de manière adéquate, c'est-à-dire que si tous les 3 ans, on n'organise pas des campagnes de suivi de qualité, il y aura beaucoup d'enfants qui sont à risque et leur nombre s'accumulant va faire en sorte que ça constitue une poche de résistance. Il y a en plus la qualité même des activités des campagnes que nous menons. Souvent les ripostes qui sont faites de façon précipitée et tous ces problèmes font que cette épidémie malheureusement continue encore au début de cette année 2013. À l'instant, il et pas elle, le docteur Gringa Kawiya, responsable de la vaccination au Bureau national du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC. Et puis, lorsqu'on parle justement de rougeole, la maladie fait des ravages dans 4 zones de santé en province orientale où 82 cas ont été notifiés. Voici les précisions du docteur Colin Ngoubila, épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé que nous écoutons. Nous confirmons la rougeole dans le territoire de Dungu, en l'occurrence dans les 2 zones de santé que contient ce territoire, Doruma et la zone de santé de Dungu. Il s'agit de cas non vaccinés qui sont en train de contracter la rougeole. La rougeole est en train de prendre l'extension parce qu'elle est aussi pour le moment à Aba et à Faradji. Nous prenons la prise en charge correcte des cas associés avec la vitaminothérapie et nous demandons également un renforcement du PEV systématique, c'est-à-dire le PEV de routine, la vaccination qu'on donne aux enfants avant leur premier anniversaire. Voilà, la rougeole fait des ravages en RDC. Les explications à l'instant du docteur Colin Ngoubila. Il est épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le déploiement de la force internationale au nord Kivu continue de susciter de fortes réactions, surtout avec les dernières menaces du M23, le mouvement rebelle qui s'est dit prêt à affronter cette force des Nations Unies. Les femmes ont organisé une marche pour soutenir l'arrivée de cette brigade et la MONUSCO durcit ses réactions face aux propos du M23. Depuis Goma, le point avec le correspondant de la Voix de l'Amérique, Primo Pascal Roudaïgua. Le M23 a multiplié des campagnes contre l'arrivée de la brigade d'intervention des Nations Unies. Plusieurs rassemblements populaires ont été organisés à ce sujet dans les entités sous contrôle de ce mouvement rebelle. Saisie de cette campagne d'intoxication, la MONUSCO n'a pas tardé de réagir. Félix Bass est le porte-parole militaire de la MONUSCO. Concernant les menaces proférées par le M23, nous restons sereins. Nous continuons à travailler au déploiement de cette brigade. Nous avons reçu mandat de déployer une brigade d'intervention au sein de la force de la MONUSCO qui aura pour mission principale de traquer et de désarmer les groupes armés. Donc à ce niveau, les menaces proférées, je ne dis pas que nous n'en sommes pas sensibles, mais je dirais tout simplement ne perturbent pas notre dynamique de déploiement de la brigade d'intervention en RDC. Tout en soutenant l'arrivée immédiate de cette brigade, les femmes du Nord Kivu ne veulent pas que le matériel militaire de cette force internationale d'intervention transite par l'Ouganda qui, selon elles, serait proche du M23. Gogo Kavira.
La position des femmes est que la brigade travaille aux côtés des FARDC. Nous la soutenons, mais pourvu que les matériels ne passent pas par les pays agresseurs. Nous avions demandé qu'il y ait une force internationale qui va venir renforcer les FARDC. Et maintenant, nous sommes inquiets de voir que l'équipement de cette brigade-là passe par l'Ouganda, l'un des pays agresseurs de la RD Congo. C'est ça notre inquiétude. Et pour nous, nous pouvons nous permettre de dire que c'est une façon de réarmer les M23. Nous voulons que le matériel arrive directement à la République démocratique du Congo. Pour la MONUSCO, ces femmes n'ont aucune raison de suspecter le transit de ce matériel en Ouganda. Félix Bass. Je ne pense pas qu'il faille voir dans ce passage par l'Ouganda une quelconque tendance à vouloir poser des problèmes à ce niveau. Donc je pense qu'il n'y a rien à avoir de suspect dans cette histoire-là. Nous ne sommes jamais passés par Kisangani parce que nous passons par cet aéroport international qui a été choisi. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, soutient pour sa part que le Congo appartient aux Congolais. Il faut plutôt une solution interne pour régler la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas un pays sous tutelle pour pleurnicher tout le temps en direction de la MONUSCO. Mais nous devons, nous, gouvernement congolais, opposition politique, nous rapprocher davantage et savoir que ce pays, il nous appartient à nous. Et nous lever et dire trop c'est trop depuis 1960, au même niveau que le Canada, la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous sommes les derniers de la planète. C'est inacceptable. Nous devons nous comprendre que le pays nous appartient et ne pas continuer chaque fois à pointer du doigt l'autre et voir la misère du Congo, l'enfer du Congo chez l'autre. C'est d'abord nous devons faire du Congo ce que nous voulons. Pendant ces temps, les violons ne s'accordent toujours pas à Kampala entre les rebelles du M23 et la délégation gouvernementale. Chaque camp campe sur sa position. Le facilitateur continue à étudier les accords qui ont été proposés par les deux parties. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, une personne tuée aujourd'hui au moment de la dispersion par la police et l'armée d'une foule en colère dans la province du Nord Kivu, dans la localité de Kabouyaya. D'après des associations de la société civile du Nord Kivu, un manifestant a succombé sur le coup à un tir à bout portant provenant de militaires. Un autre manifestant aurait reçu une balle au bras. La foule manifestait après avoir appris le meurtre à son domicile du chef de la localité de Kabouyaya, survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Où a débuté ce lundi la visite du président du comité international de la Croix-Rouge. Peter Maurer se rendra mercredi et jeudi à Goma. Le but de cette visite, selon le CICR, se rendre compte des ravages causés par des années de conflits d'une intensité extrême dans l'Est, mais aussi dans le Katanga ou en province orientale. Écoutez les précisions d'Annick Bouvier, elle est la porte-parole du CICR à Kinshasa. C'est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Si l'on parle des deux provinces de Kivu, c'est des milliers de personnes qui sont touchées par des conflits au quotidien, des déplacements à grande échelle. Pour nous, nos équipes sur le terrain qui se déplacent dans des zones reculées, on des contacts avec les communautés, on observe des violations graves du droit international humanitaire. Et évidemment, le but de cette visite, c'est d'attirer l'attention sur le sort de ces populations qui sont affaiblies par les derniers mois, durant lesquels il y a eu effectivement une détérioration de la situation. Et il faut se rappeler que c'est plus de 2 décennies de violence que certaines d'entre elles ont vécu. Il y a effectivement une dégradation de la situation depuis plusieurs mois, non seulement dans les deux provinces de Kivu, mais également une recrudescence de la violence au Katanga et en province orientale. Annick Bouvier du CICR depuis Kinshasa. De l'autre côté du pays, au sud Kivu, c'est l'inquiétude pour les cultivateurs de bananes. Depuis un an, une maladie appelée wilt bactérien attaque les bananeraies de la province. Les experts et l'administration tentent de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Jolie Kamuntu est la correspondante de La Voix de l'Amérique sur place. Voici son reportage. Le territoire de Masisi au nord Kivu serait le foyer de cette maladie. Elle est entrée au sud Kivu par Minova et Nyabibwe au nord de cette province. Quels sont les signes de cette maladie? Écoutons cet agriculteur. L'effet des bananes jaunissent, les bananes atteignent prématurément la maturité, certains ne grandissent pas. L'inspection provinciale de l'agriculture au sud Kivu, avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge et de Louvain Développement, mène plusieurs démarches telles que l'explique ici M. Bernard Assoumani, inspecteur provincial de l'agriculture au sud Kivu. La première des choses, la première démarche que nous avons eu à mener était
et que les gens qui ont des bananeraies puissent connaître que cette maladie existe. La deuxième démarche que nous sommes en train de faire, c'est de voir comment il faut lutter. Il était question que les tenanciers des bananiers puissent déterrer tout plant malade. Avec l'évolution de la science, on nous dit non, ce n'est pas nécessaire qu'on puisse déterrer, mais il faut découper le bananier malade et vous laissez ce que vous avez découpé sur place et que ça pourra disparaître avec les rayons du soleil parce que la bactérie en question ne résiste pas beaucoup aux rayons du soleil. Mais comment procéder alors pour prévenir les bananiers non encore atteints contre cette maladie, docteur Assoumani? Il faut enlever les bourgeons mâles. Dès que la dernière main des bananes se forment, on recommande de couper les bourgeons mâles parce que ce sont les insectes qui amènent la maladie sur les plants qui ne sont pas malades. Et aussi de désinfecter tout le matériel aératoire qui a été utilisé. Du côté des scientifiques, les recherches se poursuivent aussi. La faculté de l'agronomie de l'Université catholique de Bukavu veut mettre sur pied un cadre de concertation de tous les acteurs pour mettre en place des mécanismes pour limiter les effets du witt bactérien. Professeur Espoir Bissimois. La vision porte essentiellement sur la dissémination de l'information et du paquet technologique pour que nous soyons en mesure d'éradiquer les wilt bactériens dans la région et être en mesure d'arrêter sa progression. Selon lui, au moins 75 000 ménages concernés par le witt bactérien dans les territoires d'Idjui, Kalehe et Kabare seront sensibilisés. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique. Merci Jolie, voici à présent. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, des heurts entre l'armée et la population auraient fait un mort hier à Kirumba dans le Nord Kivu. À la base de ces troubles, l'assassinat d'un chef de quartier par les FRDC, c'est ce qu'indique en tous les cas la société civile. Les habitants ont commencé à manifester pour protester. Selon des sources militaires, la manifestation a dégénéré. Des bandits se seraient mêlés à la population pour piller. Omar Kabota, le porte-parole de la société civile du Nord Kivu, est joint par Liliane Niacha. À la base de cette tension, c'est l'assassinat d'un chef de quartier, Kabouyaya Ndale, alias Assanoir, qui a été tué par 3 éléments FRDC, donc des éléments de l'armée régulière, et qui l'ont assassiné pendant qu'il causait avec ses amis dans son quartier. La population en colère a détruit les habitations des militaires dans les quartiers, donc des militaires non cantonnés, des jeunes et des femmes ont manifesté et ils ont barricadé les routes. Les militaires sont venus intervenir à tirer des coups de feu, donc des balles réelles et même des armes lourdes. Les FRDC ont tiré sur un manifestant qui en est décédé et il y a eu plusieurs blessés. Pour quelle raison cette personne a-t-elle été assassinée selon vous? Pour l'instant, difficile de dire quelle est la raison, mais la population s'est étonnée de voir que les assassins de ces chefs de quartier courent encore et ils n'ont pas été arrêtés par la hiérarchie militaire. Cet incident est-il isolé ou y a-t-il eu auparavant des cas de tension entre les populations et les éléments des forces armées congolaises? Il s'observe que les éléments du SAP, du 3e régiment, qui sont basés à Sélier, sont auteurs de plusieurs exactions. Les cas de l'assassinat du chef de quartier, un 4e, pour ne considérer que c'est mois d'avril. Pour la population, les militaires, ils sont censés sécuriser la population, se comporte ici à Bourreau. On doit réellement revoir les commandements en civil et même arriver à permettre ces éléments FRDC et établir les responsabilités. Omar Kabota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Liste Blaise Baïcha croupit depuis plusieurs jours dans un cachot de Goma. Ancien directeur d'une radio privée de Rutshuru, il a été arrêté par les autorités congolaises, et ce, alors même qu'il fuyait les menaces du M23 contrôlant ce territoire. Attaqué de toutes parts, il est donc accusé d'espionnage par la police des renseignements de Goma et menacé de mort par les rebelles. Pour plus de détails sur cette affaire, j'ai joint Chivis Chivwadi de l'organisation congolaise Journalistes en danger. C'est une drôle d'histoire où un journaliste a cru bien faire en fouillant les menaces de mort du M23 pour se retrouver en quelque sorte dans la gueule du loup à Goma sous contrôle du gouvernement. Et puisqu'il vient d'un territoire sous contrôle des rebelles, il est soupçonné d'être un espion du M23. Il a été interrogé et il continue à être détenu par la police jusqu'à présent. Les autorités congolaises l'ont donc jeté en prison, mais il y a aussi le M23 qui le menace. Il reproche aux journalistes de ne pas jouer à leur jeu en diffusant tous leurs messages de propagande et d'insultes contre le gouvernement de Kinshasa.
ainsi que le journaliste a reçu plusieurs menaces de mort qui l'ont contraint à fuir le territoire de Rutshuru pour se réfugier à Goma. Et c'est ici qu'il a été arrêté par les services de sécurité de Goma. C'est quand même insensé comme affaire, puisqu'il est finalement accusé de toutes parts. Je pense que le prétexte de la guerre et de l'insécurité qui prévaut à l'est du pays permet aussi bien aux rebelles du M23 qu'aux autorités du gouvernement de pouvoir s'en prendre impunément aux médias. Nous pensons qu'il faut que les autorités qui sont du côté du gouvernement puissent démontrer en fait qu'ils sont différents des rebelles du M23 en matière de respect des droits de l'homme et en matière de la liberté et la paix. Les citoyens congolais doivent être libres de circuler partout sur le territoire congolais, que ce soit en zone rebelle ou en zone sous contrôle du gouvernement. Nous demandons non seulement que le journaliste soit immédiatement libéré, mais que sa sécurité soit désormais assurée par les autorités qui sont à Goma. C'était Chivis Chiwadi, de journaliste en danger. La police conditionne la libération de Blaise Baïcha au paiement de $1000 américains. Notons aussi qu'une journée sans presse a été observée hier à Bangui. Nos confrères centrafricains de la presse privée protestent contre ce qu'ils appellent le mépris des nouvelles autorités. Un ancien proche du président Joseph Kabila, emprisonné à Kinshasa, accuse 5 hauts gradés de l'armée et de la police de torture, traitements inhumains et dégradants et violations graves du droit international. Eric Kikunda a porté plainte en Belgique, pays dont il a la citoyenneté. Incarcéré depuis 2009 en RD Congo, il affirme avoir été menacé par un général contre qui il porte plainte. Nous écoutons son avocat, Maître Georges-Henri Bautier. Il y a quelques jours, l'une des personnes contre laquelle il a déposé plainte, un général, est venu le trouver tout bonnement en prison. C'est un peu comme si vous déposiez plainte contre la personne qui vous torture. Vous êtes en prison à sa merci, à la merci du pouvoir, et on vient vous voir en prison pour non seulement vous menacer, mais dire en plus qu'il aurait dû perdre son procès devant la Cour de cassation et que de toute façon, ça ne servira à rien. Petite cerise sur le gâteau, ce général lui dit de toute façon, je vais aller en Belgique et j'ai pas peur du tout. Alors il a été arrêté en 2009, il est accusé d'avoir transporté des armes au profit de maître Firmin Yangambi. On avait d'abord accusé de sédition, donc de vouloir renverser le régime. On a abandonné du côté du pouvoir cette accusation. Il reste donc commerce des armes. Et la haute cour militaire elle-même qui a jugé M. Kikunda a fait valoir dans ses attendus qu'on n'avait pas retrouvé le procès verbal d'armes. Et il s'agit de 2 armes, soi-disant, et mon client, comme M. Yangambi, disent qu'il s'agit d'un coup monté, qu'il n'y a pas du tout eu d'armes. Et je vois difficilement comment d'ailleurs on pourrait faire sédition au Congo avec 2 armes. Et ce qui est grave, c'est qu'en octobre 2012, on lui avait promis une audience devant la Cour suprême avec un avis favorable du procureur général. Le 3 octobre, on ne retrouve plus le dossier. Maître Georges-Henri Bautier, joint en Belgique par... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du gouvernement congolais de signer un accord sur la cessation de statut des réfugiés rwandais vivant sur son sol. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a participé pour le compte de la RDC à la réunion ministérielle de Pretoria sur le sujet, a déclaré dimanche à Goma que la RDC craint que le Rwanda n'affirme un jour qu'il n'y a plus de réfugiés en RDC et que ces personnes revendiquent automatiquement la nationalité congolaise. Une correspondance de Radio Okapi. Le gouvernement congolais, en rejetant cette signature, avance comme préalable, entre autres, l'évaluation de l'accord tripartite Rwanda, RDC et HCR signé en 2010 sur le retour des réfugiés, les modalités pratiques de ces retours. Un autre préalable pour le gouvernement congolais serait d'abord de réorganiser tous les réfugiés rwandais présents sur les sols congolais dans les camps, de les identifier et de les enregistrer afin d'obtenir leur intention de retour. C'est alors qu'on peut examiner la possibilité de signer avec les Rwandais cette clause. Le Rwanda, pour sa part, a estimé que les conditions qui avaient milité en faveur des Rwandais vers l'extérieur n'existaient plus. De ces faits, il n'y a plus raison que ces réfugiés rwandais continuent de rester dans les pays d'asile. La signature de cette clause a été reportée à plus tard. Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Un nouveau film télévisé s'attaque à un sujet sensible, les églises du réveil et leurs pasteurs qui, selon certains, sont quelquefois plus intéressés par l'argent que par la religion. Le court-métrage s'intéresse au pasteur Jassa Jassa et un de ses fidèles de sa congrégation,
Kopo, qui donne la plupart de ses biens à l'église. Les détails avec Eva Pacanaro. Au début du film, nous voyons Jassa Jassa en train de procéder à un de ses rituels à sa maison, avec une bouteille, une Bible et un mouchoir. On se rend compte très vite que le mouchoir était une sorte d'objet fétiche et que ce pasteur n'était pas un vrai homme de Dieu. La première scène commence dans une de ces maisons de banlieue où Kopo et sa femme sont en train d'avoir une dispute parce qu'il a donné le réfrigérateur familial et la plupart des meubles à l'église. Et maintenant, il veut aussi faire don du téléviseur et de l'ordinateur de sa femme. Dans la scène suivante, à l'église de Jassa Jassa, le pasteur invite quiconque ayant fait de mauvais rêves à venir pour se faire délivrer de ses démons. Le pasteur fait une imposition des mains à ses nombreux fidèles, y compris Kopo, à qui il dit « Tu es l'homme qui a donné le lecteur DVD ». Dans la scène finale, le pasteur aborde son véhicule tout-terrain, se rend au marché, il décharge le téléviseur et le ventilateur lorsqu'il aperçoit Kopo. Ce dernier se rend compte que toutes ses offrandes sont sur le point d'être vendues. Kopo rentre dans une colère monstre et Jassa Jassa lui dit « Lorsque tu donnes ta télé à Dieu, à quoi tu t'attends? Tu pensais que j'allais la jeter dans les airs pour que Dieu puisse la regarder ?» Le pasteur assure que l'argent de la vente servira à aider les veuves et les orphelins. Mais Kopo n'est plus d'humeur à l'écouter. À la fin du film, on le voit crier sur Jassa Jassa « Tu es un faux pasteur et à cause de toi ma femme m'a quitté ». Le scénario a été écrit par Jacques Nyamujenda, qui lui aussi est pasteur. Il dit que cette comédie vise quelques chrétiens qu'il appelle ironiquement les aveugles, ceux qui pourraient faire n'importe quoi sans réflexion. Comment les gens sont en train de donner des objets, croyant qu'ils sont en train de donner à Dieu. Comment tu peux donner à Dieu un poste téléviseur? Il n'en a pas besoin. Là, je veux maintenant montrer à la société que non, si vous voulez donner, il y a des prisons, il y a des hôpitaux, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Faites quelque chose. Peut-être le voisin a 3 enfants, il y a 2 qui n'étudient pas faute de moyens. Fais-lui grâce. Que pense le pasteur Jules Yaringwa de l'idée selon laquelle beaucoup de ses collègues s'engagent dans cette voie uniquement pour de l'argent? Il a raison, parce que trop de gens s'appellent des serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas de vocation. Donc ils créent leur église pour chercher de l'argent. C'est une sacrée affaire que d'être pasteur en République démocratique du Congo. Ils doivent quelquefois faire face à des insultes, mais pour un non-pasteur, c'est également un sacré défi que d'avoir fait de cette réalité une comédie pour la télé. C'est une nouveauté, explique Sylvain Mouyali, un travailleur humanitaire qui a travaillé pour plusieurs églises à Goma. En tout cas, c'est dit nouveau, je dirais, au Congo, même peut-être partout en Afrique, parce qu'il a brisé les tabous. En Afrique, on ne peut jamais dire les réalités de l'autorité spirituelle parce qu'on croit qu'on peut avoir des malédictions. Mais Jassa Jassa, lui, il a brisé les tabous. Vraiment, c'est dit nouveau, c'est dit spécial. En Afrique, précise-t-il, les personnes ne racontent pas la vérité à propos des leaders spirituels. Ils ont peur d'être maudits. Mais Nyamujenda a cassé ce tabou et le résultat, un film surprenant, drôle et original. Voici à présent les... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. BBC Matin, Monseigneur Laurent Monsengwo, l'archevêque de Kinshasa, figure parmi les 8 cardinaux sélectionnés par le pape François pour l'aider à préparer une réforme du gouvernement de l'Église. Il revient avec Olivier Weber sur la situation politique en RD Congo et les travaux de ce groupe des réformateurs. Pour travailler à certaines réformes de l'Église, je suppose que les travaux commencent tout de suite, puisqu'on dit que le Saint-Père reste en contact avec ce groupe. Notre première réunion aura lieu le 1er, le 2 et le 3 octobre. Donc on parle de réforme dans l'Église. Est-ce que vous avez déjà identifié des dysfonctionnements au sein de l'Église? Les dysfonctionnements, il y a certains problèmes qui se posent, mais ces dysfonctionnements ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. On sait que, par exemple, la machine de la curie est trop lourde. Il faudra voir comment y travailler, mais je vous dis que le programme du travail nous sera donné par le Saint-Père et d'après les documents qui nous seront donnés. L'Église catholique a été très critiquée pour sa gestion de certains scandales de pédophilie. Est-ce que, selon vous, elle a tiré les enseignements? Le pape Benoît XVI a beaucoup fait pour combattre tout ce qui concerne la pédophilie. Les mesures ont été prises, des mesures même sévères. Par exemple, il a envoyé une lettre que nous connaissons tous à l'Église d'Irlande. Nous connaissons tout ça, mais malheureusement, les gens oublient
ce qui se fait et ne retiennent pas beaucoup tous ces détails. Je ne pense pas que l'Église n'ait rien fait pour condamner la pédophilie, condamner les personnes qui se livrent à cela. Autre débat de société au moment où plusieurs pays dans le monde ouvrent le mariage aux personnes du même sexe. Et alors que l'homosexualité est souvent réprimée dans beaucoup de pays d'Afrique, quelle est votre position sur la question? Vous me posez là tout un tas de questions qui ne concernent pas la réforme de la curie ni la réforme dans l'Église. Ce sont des problèmes qui seront peut-être abordés, mais c'est certain que le mariage restera le mariage entre homme et une femme. Le mariage est une union entre un homme et une femme. Et ça ne veut pas dire que nous allons suivre la mode de ce que tout le monde fait. Si vous le voulez bien, je peux vous poser une question sur la RDC. Près d'1 an et demi s'est écoulé depuis l'élection présidentielle, dont le résultat vous aviez contesté à l'époque. Quel bilan tirez-vous de la situation politique en RDC actuellement? La situation politique en RDC, vous la connaissez, c'est la situation, c'est un blocage dans cette situation, la situation. Nous avons une crise actuellement que l'on doit gérer entre le gouvernement et M23, et nous connaissons aussi des difficultés qui ne sont pas encore résolues entre les pays et le gouvernement. Nous avons beaucoup de demandes qui se font jour. Les gens demandent effectivement qu'il y ait plus d'ouverture, plus de sincérité et plus de réconciliation entre les citoyens, parce que on ne peut pas se cacher la figure. Est-ce que vous voyez une solution à la terrible souffrance des populations dans l'est de la RDC, ou bien vous êtes pessimiste? C'est une situation, je crois que l'ONU a pris des mesures assez efficaces, des mesures qui empêcheraient que désormais des groupes que l'on appelle des groupes négatifs puissent commencer la guerre à gauche et à droite, mais c'est dommage qu'on ait choisi des solutions qui soient purement guerrières, alors qu'on aurait pu choisir des solutions qui sont plus conformes à la Constitution. Et enfin, l'annonce d'une brigade d'intervention de l'ONU dans l'est de la RDC, c'est le genre d'initiative qui vous paraît utile? Oui, il me semble qu'elle est utile, à condition que les gens soient sincères. C'était le cardinal Laurent Monsengo, archevêque de Kinshasa. Il était l'invité de BBC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ligue démocratique du Congo, où la force onusienne dénonce une campagne de désinformation menée par les rebelles du M23. Selon Félix Basse, le porte-parole militaire de la MONUSCO, le M23 a multiplié les réunions avec les autorités et communautés locales dans le but de les sensibiliser contre le déploiement de la future brigade d'intervention. Sur le terrain, le déploiement de cette brigade onusienne est imminent et hier, le général tanzanien en charge de son commandement est arrivé à Kinshasa. Écoutez Madnodje Munubai, porte-parole civil de la MONUSCO. La brigade d'intervention, les travaux continuent ici. Les sites ont déjà été identifiés. Les travaux de construction des baraques est déjà bien avancé. Les premiers éléments d'état-major de cette force sont déjà sur place, avec à leur tête le général James Mwakivulwa, le Tanzanien, qui doit commander cette brigade d'intervention. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que le déploiement total sera fini. Nous estimons 3096 hommes qui viendront de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et de Malawi. Mais d'ici une quinzaine de jours, on peut déjà être sûr d'avoir les premiers éléments qui seront sur place, parce que tout dépend de l'avancement donc de construction de ces baraques dont les travaux sont en cours. La brigade d'intervention aura son siège à Goma et les éléments seront à Sake, toujours dans le Nord Kivu. Madnodje Munubai de la MONUSCO était joint à Kinshasa. Voici. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Qu'on peut faire à domicile et qui vous dit rapidement si vous êtes atteint du paludisme. Le progrès est très important dans la lutte contre la maladie. L'expérience est menée en République démocratique du Congo en ce moment pour enrayer le développement de la malaria. Les résultats sont transmis par SMS et la sensibilisation se fait en bande dessinée. Bref, la prévention se modernise. Le reportage à Kinshasa pour la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, Lubunga Biaombe. C'est depuis 2010 que ce test a été mis sur pied et le docteur Patrick Mukadi Kaningu du programme national de lutte contre le
paludisme, nous explique comment fonctionne cette véritable révolution dans la lutte contre le paludisme, mieux connu ici sous le nom de malaria. Le test rapide pour le diagnostic des paludismes est aussi comme le test des grossesses. Donc il se fait très facilement, même à la maison. Chacun peut le faire. Il suffit qu'on puisse vous briefer pendant 10-15 minutes. Donc vous utilisez une petite goutte de sang, vous mettez sur la cassette et puis vous ajoutez un tampon que nous appelons tampon. C'est un liquide, un diluant. Et après quelques minutes, vous pouvez lire les résultats en regardant la coloration des bandes qui peuvent apparaître sur le test. Notons que ce test se trouve encore au niveau expérimental dans les laboratoires entre techniciens de santé. Un autre fait marquant, c'est la transmission des résultats par SMS. Nous avons utilisé le SMS pour nous faciliter la récolte des résultats de tous les participants. Vous savez, les Congo, c'est 80 fois la Belgique. C'est très grand et vous savez que l'accessibilité à l'intérieur du pays pose d'énormes problèmes. Signalons que le paludisme tue chaque année plus de 81 000 enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo, soit autant que la diarrhée, le VIH-Sida et la rougeole réunis. Et selon le docteur Patrick Moukadi, l'éradication de la malaria n'est pas pour demain en dépit de tous les efforts. Aujourd'hui, même au niveau mondial, vous savez que l'élimination du palu, c'est pas encore dans 5 ans ou 10 ans. Avec toutes ces contributions que nous faisons, nous espérons que peut-être d'ici 2050, on peut maintenant parler de l'élimination du paludisme. Signalons enfin que plus de 2500 élèves sont sensibilisés à la lutte contre le paludisme grâce à une bande dessinée. Elle est distribuée dans les écoles afin d'expliquer aux enfants comment se transmet la malaria et surtout comment l'éviter grâce à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Kinshasa, Lubunga, Biaombe pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ce matin, la RDC, la brigade d'intervention spéciale de la mission des Nations Unies au Congo, créée par décision du Conseil de sécurité, s'implante petit à petit sur le territoire congolais. Hier, c'était l'arrivée à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, du commandant de cette brigade de la MONUSCO, James Mwakiboloa. La brigade aura pour mission de neutraliser les groupes armés opérant dans l'est de la RDC, par exemple le mouvement du 23 mars, dont les rebelles avaient brièvement occupé Goma vers la fin de l'année dernière. Le M23 ne s'avoue pas vaincu, disant par la voix de son président Bertrand Bisimwa que l'ONU a choisi l'option de la guerre. Autre tâche de la brigade d'intervention de la MONUSCO, aider à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État, a souligné le lieutenant-colonel Prosper Félix Basse, porte-parole de la mission onusienne, dans un point de presse hier. Au plan politique, les réactions varient. Écoutons le député Juvenal Munubo Mumbi de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Il représente la région de Walikale dans le Nord Kivu à l'Assemblée nationale. L'arrivée de la brigade est saluée. Au niveau de la classe politique, c'est salué tant par la majorité que par l'opposition. C'est salué par la population aussi parce que il faut quand même considérer que cette population qui vit sous le joug des groupes armés, c'est une population véritablement en otage. Cela est vrai en territoire de Rutshuru, en territoire de Masisi et Walikale. Il faut que la brigade arrive le plus tôt possible. Mais la brigade d'intervention, et ça c'est mon analyse que je vous partage, c'est une solution à court terme. Ça va aider certainement à inspirer la peur aux groupes armés ou à tous ceux-là qui se mettent en marge du processus de la formation d'une nouvelle armée congolaise. C'est là qui contribue à la déstabilisation de la situation à l'Est. Mais la solution à long terme, en termes de consolidation de la paix, passe par la réforme du secteur de sécurité au Congo. Quand vous dites la réforme du secteur de sécurité, vous parlez de l'armée nationale? Effectivement, la réforme du secteur de sécurité au Congo, comme vous le savez, l'État congolais lui-même est à refonder. Il faut donc réformer l'armée, il faut donner une nouvelle image à l'armée congolaise, celle qui respecte les droits humains, une armée dans laquelle les conditions de vie des militaires et les conditions de travail sont améliorées, une armée avec une clarification au niveau du commandement. Il faut cette armée au Congo par rapport aux besoins de sécurisation du pays. Il nous faut aussi une police efficace, il nous faut aussi des services de migration efficaces pour le contrôle des frontières, il nous faut aussi des services de renseignement efficaces. Pour tout dire, il nous faut un système de sécurité réformé. Par-delà tout, la bonne gouvernance. Donc une volonté ferme à lutter contre la corruption, une volonté ferme à lutter contre l'impunité, une volonté ferme à lutter contre tout ce qu'il y a comme trafic d'influence au sein de l'administration et tracasserie administrative. Monsieur le député, la réélection du président Kabila a été largement contestée en RDC. On a dénoncé au niveau de l'opposition, justement, le manque de bonne gouvernance dans le pays.
Est-ce donc un vœu pieux? Qu'allez-vous faire sur le plan politique pour y arriver? En fait, nous faisons notre travail. Je contribue à l'action du Parlement dans ce sens-là. Comme vous le savez, il y a la mission législative, il y a aussi la mission de contrôle. Et je crois que les parlementaires devront agir beaucoup plus maintenant dans l'angle du contrôle, parce que s'agissant par exemple des lois au niveau de l'armée et de la police, nous avons quand même des lois organiques depuis août 2011. Mais je crois que ce qui reste à faire, c'est d'abord assurer la mise en œuvre de ces lois. Et là, c'est pas vraiment le travail des députés, si ce n'est que le suivi du côté du gouvernement. Mais il faut beaucoup plus accentuer le contrôle pour que ceux qui commettent des exactions, ceux qui se mettent en marge de la légalité au sein de l'armée, au sein de la police, puissent être sanctionnés. C'est un besoin pour le Congo. C'était Maître Juvenal Monumbo Moubi, rapporteur de la sous-commission Forces armées au sein de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Un feu sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo avec la présence sur le territoire du premier responsable du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Après Kinshasa, hier, Peter Maurer est aujourd'hui à Goma, dans l'est du pays, pour observer la situation au Nord Kivu, région dévastée par plus d'une décennie de guerre. Les ONG sur place dressent des statistiques plutôt imprécises du fait des actions d'urgence qu'ils sont obligés de mener. Plus de détails avec vous, Tété Yacintos. Le président du CICR, Peter Maurer, se dit préoccupé par la dégradation de la situation générale dans l'est de la RDC. Pour les ONG sur le terrain, il observera à Goma une situation de drame humanitaire indescriptible. C'est du moins l'avis du docteur Dieudonné Ouamou Oyatambwe de l'ONG belge Solidarité Internationale. La situation humanitaire est déplorable, sauf qu'elle n'est pas nouvelle puisque depuis plusieurs années, dans un contexte où les guerres se répètent, où les populations vivent dans l'insécurité totale, comme disent nos partenaires du Kivu, les populations vivent avec une espérance de vie de 24 heures renouvelable. Dans ce contexte-là, évidemment de précarité, où les gens ne savent plus vraiment cultiver comme en temps de paix, il est clair que les déplacements des populations, les manques de nourriture, la sécurité régnante, tout cela entraîne des drames humanitaires qui sont indescriptibles. Solidarité mondiale explique que les ONG n'ont pas le temps d'établir des statistiques dans un contexte d'urgence humanitaire. L'organisation souligne que la situation se détériore de jour en jour avec l'augmentation du nombre de femmes violentées. Mais si vous regardez l'un des derniers rapports de l'ONU qui a été publié rien que sur la province orientale, indiquait déjà un nombre de 3304 cas de violences faites aux femmes, rien que pour l'année 2012. Et maintenant, en temps de guerre, avec tous les mouvements armés qui prolifèrent pour l'instant, on peut imaginer le pire dans des provinces comme l'Ituri. Et si vous descendez davantage vers le Nord Kivu, ce sont des statistiques qui sont indicatives d'une situation qui se détériore au jour le jour. En dehors de la situation humanitaire, Peter Maurer a déploré hier la situation des prisonniers en attente de jugement dans un système juridique en dysfonctionnement. Il s'est aussi penché sur l'état obsolète des infrastructures de détention qui, selon lui, constituent un risque pour ces prisonniers. Oui, il faut dire, Tété Yacintos, que les centres pénitentiaires en RDC sont particulièrement vétustes et surpeuplés puisqu'ils datent de l'époque coloniale belge. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, où la brigade d'intervention spéciale de l'ONU prend forme, son commandant, Mwaki Bolwa, est déjà sur place à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, pour diriger les opérations contre les groupes négatifs de la région, dont le M23. J'ai joint à Kinshasa le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Prosper Félix Bass. Les préparatifs relatifs au déploiement de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO sont très avancés aujourd'hui. Nous pouvons dire que presque 40 à 50% des travaux sont déjà réalisés pour loger ces différents bataillons qui vont constituer la brigade d'intervention. Et le commandant de cette force, le général de brigade James Mwaki Bolwa, est déjà à Goma depuis mardi après-midi. Et donc, pour prendre contact avec les autres composantes de la force et mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour l'arrivée du reste de la troupe. Il était accompagné d'un état-major réduit. Et un élément précurseur avait déjà été envoyé à Goma depuis bientôt 3 semaines. En somme, nous pouvons dire de manière très globale
que les travaux sont très avancés et que les perspectives sont très bonnes. Alors, mon colonel, vous ne vous inquiétez pas outre mesure des déclarations plutôt hostiles du M23 ? Pas que nous ne nous en préoccupons pas, parce qu'il est très important de savoir quel est l'état d'esprit de toutes les composantes qui sèment la violence et la désolation à l'est de la République du Congo. Toutefois, ceci ne nous perturbe pas outre mesure dans notre dynamique de déployer cette force comme nous l'a assigné la résolution 2098 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité le 28 mars dernier. Donc, nous poursuivons avec sérénité ce que nous sommes en train de faire et nous nous préparons avec beaucoup d'engagement et de détermination à déployer cette force-là et à remplir le mandat qui nous a été confié. Alors, la question que peut se poser un observateur qui ne suit pas de très près la situation dans l'est du Congo, quelle est la différence entre la MONUSCO, la brigade d'intervention et la brigade de Nord Kivu? Justement, c'est vrai qu'une certaine confusion a été observée. Mais nous pouvons simplement vous dire qu'il n'y a qu'une seule MONUSCO, avec un seul mandat et avec une seule force. Alors, à l'intérieur de cette force-là, et à l'instar des autres brigades, cette brigade d'intervention qui est une composante essentielle, parce que c'est un nouvel outil que le Conseil de sécurité a bien voulu mettre à la disposition de la MONUSCO pour renforcer un peu ses capacités, et lui permettre d'avoir un mandat beaucoup plus robuste par le déploiement de cette brigade d'intervention. Cette brigade d'intervention qui est partie intégrante de la MONUSCO aura pour mission essentielle de mener des actions offensives ciblées de manière unilatérale ou en soutien à l'armée congolaise. Mais tout ceci, que ce soit toutes les activités liées au déploiement de cette nouvelle brigade, auront pour but essentiel la protection des populations civiles. Donc, en d'autres termes, c'est un outil additionnel qui va nous permettre de contraindre les groupes armés avec nos camarades congolais de l'armée congolaise, de contraindre les groupes armés à déposer les armes ou en tout cas à faire reddition. Le colonel Prosper Félix Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le statut de réfugiés des Rwandais résidant hors de leur pays prendra fin le 30 juin dans 10 pays d'asile de la région des Grands Lacs. À cette date donc, près de 50 000 Rwandais recensés comme réfugiés par le HCR ne pourront plus bénéficier de la protection internationale. L'échéance crée une nouvelle discordance entre le gouvernement de Kigali et celui de Kinshasa, au sujet notamment du rapatriement vers le Rwanda des réfugiés en République démocratique du Congo. La RDC estime qu'environ 127 000 Rwandais résident sur son territoire et demande au Rwanda de remplir des préalables pour assurer un retour digne à ses ressortissants. Richard Mouyez-Manguez est le ministre congolais de l'Intérieur. Les Rwandais étaient tenus aussi de prendre un certain nombre de mesures d'accompagnement, notamment les préalables juridiques, les dispositifs de réintégration et l'organisation de visites dans les sites d'accueil au Rwanda, ainsi qu'auprès des réfugiés potentiels candidats au retour. Mais globalement, toutes les activités préalables prévues n'ont jamais été organisées, notamment celle de procéder à l'identification, à la vérification, à l'enregistrement et à la récolte des intentions de retour des réfugiés rwandais dans leur pays. La République démocratique du Congo propose l'organisation en urgence d'une réunion tripartite RDC, Rwanda, HCR. La réalisation avec l'appui de la communauté internationale de l'enregistrement de tous les réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo dans les zones accessibles et d'accès difficile, en vue de permettre à tous les réfugiés rwandais ayant opté pour les rapatriements de rentrer dans la sécurité et la dignité dans leur pays d'origine. C'était Richard Mouyez-Manguez, le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, la brigade d'intervention spéciale de l'ONU prend forme. Son commandant, Mwaki Bolwa,
est déjà sur place à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, pour diriger les opérations contre les groupes négatifs de la région, dont le M23. Idrissa Sedoudia a joint à Kinshasa le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Prosper Félix Basse. Les préparatifs relatifs au déploiement de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO sont très avancés aujourd'hui. Nous pouvons dire que presque 40 à 50% des travaux sont déjà réalisés pour loger ces différents bataillons qui vont constituer la brigade d'intervention. Le commandant de cette force, le général de brigade James Mwaki-Bolwa, est déjà à Goma depuis mardi après-midi pour prendre contact avec les autres composantes de la force et mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour l'arrivée du reste de la troupe. Il a été accompagné d'un état-major réduit et un élément précurseur avait déjà été envoyé à Goma depuis bientôt 3 semaines. En somme, nous pouvons dire de manière très globale que les travaux sont très avancés et que les perspectives sont très bonnes. Vous ne vous inquiétez pas, outre mesure, des déclarations plutôt hostiles du M23? Pas que nous ne nous en préoccupons pas, parce que il est très important de savoir quel est l'état d'esprit de toutes les composantes qui sèment la violence et la désolation à l'est de la République du Congo. Toutefois, ceci ne nous perturbe pas outre mesure. Nous poursuivons avec sérénité ce que nous sommes en train de faire. Et nous nous préparons avec beaucoup d'engagement et de détermination à déployer cette force-là et à remplir le mandat qui nous a été confié. La question que peut se poser un observateur qui ne suit pas de très près la situation dans l'est du Congo, quelle est la différence entre la MONUSCO, la brigade d'intervention et la brigade Nord Kivu? Justement, c'est vrai qu'une certaine confusion a été observée, mais nous pouvons simplement vous dire qu'il n'y a qu'une seule MONUSCO, avec un seul mandat et avec une seule force. Alors, à l'intérieur de cette force-là, et à l'instar des autres brigades, cette brigade d'intervention qui est une composante essentielle, parce que c'est un nouvel outil que le Conseil de sécurité a bien voulu mettre à la disposition de la MONUSCO pour renforcer un peu ses capacités et lui permettre d'avoir un mandat beaucoup plus robuste par le déploiement de cette brigade d'intervention. Cette brigade d'intervention qui est partie intégrante de la MONUSCO aura pour mission essentielle de mener des actions offensives ciblées de manière unilatérale ou en soutien à l'armée congolaise. Mais tout ceci, que ce soit toutes les activités liées au déploiement de cette nouvelle brigade, auront pour but essentiel la protection des populations civiles. Donc, en d'autres termes, c'est un outil additionnel qui va nous permettre de contraindre les groupes armés avec nos camarades de l'armée congolaise, de contraindre les groupes armés à déposer les armes ou en tout cas à faire reddition. On écoutait le colonel Prosper Félix Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO. Toujours concernant la RDC, l'ONG Médecins sans frontières a profité de la journée mondiale contre le paludisme jeudi pour lancer un cri d'alarme. Si l'on dispose des moyens de lutter contre cette maladie, qui reste l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne, ils ne parviennent pas dans l'est de la RDC. On écoute les explications du responsable pour la RDC de MSF, Souheil Reich. Ce qu'on voulait faire passer au travers de ce message, c'est que nos équipes aujourd'hui sur le terrain, comme on l'a pu le voir en 2012, on est en train de voir un peu que tous les signes sont négatifs et qu'il y a une augmentation des cas depuis quelques semaines et que finalement on est arrivé au-dessus du seuil d'urgence et qu'on s'aperçoit qu'il y a une très très faible mobilisation sur le terrain. Et ça, c'est pas acceptable, par exemple, que les moustiquaires aujourd'hui ne soient pas disponibles sur le terrain alors qu'elles sont présentes dans le pays. Peut-être pas en nombre suffisant, mais elles sont présentes. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit les autorités congolaises ou les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le paludisme se mobilisent et que ce soit les moustiquaires ou les intrants, les traitements pour traiter les patients puissent arriver dans les centres de santé les plus reculés. Alors MSF a réalisé 2 études en 2012 qui ont montré des taux de mortalité extrêmement élevés parmi les enfants de moins de 5 ans. Oui, tout à fait. Et dans quelle région ? C'était sur la zone de Pawa, c'est une des zones de la province orientale.
Est-ce que vous avez des suggestions concrètes sur les moyens d'acheminer cette aide? Ce qui est compliqué au Congo aujourd'hui, c'est le transport, c'est le manque d'infrastructures routières. Tout se fait en avion, donc c'est au-delà des intrants, donc moustiquaires et traitements, c'est la mise à disposition de moyens de transport suffisants pour que ce matériel et ces médicaments puissent être amenés au centre de santé le plus reculé. Donc simplement la mise à disposition d'avions, de camions, pour que ces moyens-là, ces ressources soient disponibles rapidement. Et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui sur le terrain. On envoie notre matériel par avion, par camion, par moto, par vélo même, jusqu'au centre de... Donc si une ONG comme MSF arrive à le faire, j'imagine que les acteurs aujourd'hui de l'aide peuvent le faire aussi. On écoutait Monsieur Souheil Reich, responsable de MSF pour la République démocratique du Congo. Et